Bon, salut. Dans le fond, j'avais été présenté un matin pour ceux qui étaient déjà arrivés, fait que je m'attarderai pas là-dessus. Là. J'étais à la ferme depuis 12, ben en fait 13 ans maintenant. Puis je m'occupe du troupeau laitier quand même passablement depuis 2011, depuis 2012 en fait que je m'occupe du troupeau laitier. Puis bon, aujourd'hui, je vais vous parler de l'élevage, mais aussi de tout mon plan, on va dire, repro. Surtout génétique, repro, puis l'élevage qui vient avec parce que ça s'imbrique tout un dans l'autre. Tout le programme, dans le fond, de l'élevage, il est vraiment pensé là, du début jusqu'à la fin. Je vais vous l'expliquer. Cet exposé-là, si on veut, je l'avais fait cet hiver dans le cadre des troupeaux, des grands troupeaux. On l'a coupé un petit peu, je vais essayer d'être quand même bref, mais à l'origine, ça a duré 1 heure et demie, fait qu'on a coupé quand même pas mal de slides, mais au final, pour garder l'essence quand même oui, il faut me surveiller. Mais pour garder l'essence quand même de ce qu'on expliquait, pour que ça se tienne un peu, on a mis ça court, mais il y a du stock quand même. Fait que je vais essayer d'aller bref, quand même. Bon, l'élevage, ben ça, c'est une roue qui tourne. Dans le fond, il faut tout le temps penser oui, aux vaches en lait, mais il faut penser tout le temps à la stratégie dans son ensemble, que ce soit adapté à notre ferme. Puis, il faut planifier les naissances. Pour ça, il faut planifier les naissances, mais dès le SAI. Puis, il faut ajuster les naissances, puis il faut éliminer en cours de route au besoin, avec preuve à l'appui, puis pourquoi il faut le faire. Je vais vous expliquer ça tout au complet. Bon, vous avez un objectif, c'est un bon départ. Un des objectifs qui n'a pas toujours été un objectif, mais qui est devenu un objectif dans le fond parce qu'on sait que les temps ont tout le temps coûté cher à élever. On a tout le temps su que c'était cher, mais ce qui est autant plus. Ce qui nous est apparu encore plus évident, c'est quand on s'apercevait qu'on sortait des bonnes vaches, toujours capable de donner du lait un petit peu trop tôt parce qu'on avait planifié beaucoup trop d'élevage, puis on était obligé par le système de contingentement, à un moment donné, on faisait trop de lait, donc on était obligé de couper des vaches. Alors, couper les. C'est un peu comme dans une équipe de hockey, tu as le choix entre. Oui, ok. Tu as le choix entre couper. Là, je m'entends en quadruple, on dirait, mais c'est correct. C'est un peu comme dans une équipe de hockey, souvent ils vont miser ses recrues, mais à un moment donné, les bons vétérans, des fois, sont encore capables de t'en donner pour pas cher. Puis c'est un peu le même principe avec les vaches, je trouve. T'as des bonnes vieilles vaches qui sont payées, ça fait longtemps, mais sont encore bonnes, sont même meilleures souvent que les taures qui rentrent parce qu'ils sont facilement capables de faire du lait en bonne quantité. Euh, Bref, faut le regarder dans son ensemble, puis ça nous a apporté. Ouais, ça va peut-être m'aider un petit peu. Ok, c'est plus fort. On arrière d'abord. Parce que je m'entends solide. Bon, c'est ça. Le nombre de sujets, dans le fond, là, c'est Lactanet qui prône beaucoup ça, d'avoir un ratio tard sur le nombre de vaches pas le plus bas possible, mais le plus adapté à nos besoins. Le plus adapté à nos besoins, mais comme c'est une roue qui tourne, c'est adapté souvent à notre taux de réforme. Bon, l'objectif à la ferme, nous autres, on s'est rendu compte avec le temps que c'était trop compliqué de dire on va suivre un ratio, ou un pourcentage ou un chiffre sur une base annuelle. Dans le day-to-day, on ne travaille pas en annuel, là, on travaille vraiment en semaine, en jour, en mois. Fait que souvent, quand on fait de l'alimentation, on parle de piastres par vache par jour, ou on parle de montant par mois, ou on essaie de ramener ça à quelque chose qui nous parle un petit peu plus. Pour nous autres, c'était le nombre de génisses qu'on devait élever par mois. On s'est dit par mois, ça fluctue un peu. Si on l'échappe un peu à la hausse pendant un mois, on pense que ça n'a pas d'importance, mais au bout de 2-3 mois en surplus, ça fait une couple d'animaux en surplus, puis vice-versa. Si on va avoir une certaine stabilité là-dedans, mais tout le temps donner notre ligne directive, on va se faire une liste sur 3 mois, puis on va essayer de donner ce nombre d'animaux-là sur 3 mois, 0-3 mois, tout le temps le même nombre d'animaux, bon an, mal an. Nous, on vise 24 à 27. Si vous l'essayez sur votre ferme, vous allez voir que ça varie dans le temps, puis tenir un chiffre aussi serré que ça, en tout cas, pour la proportion de notre ferme, c'est quand même quelque chose qu'il faut gérer. C'est une petite gestion, mais c'est une petite gestion qui fait qu'à la fin de l'année, on a un élevage qui est vraiment régulier, des bâtiments qui sont vraiment utilisés de manière régulière dans tout l'ensemble, fait que ça fait plus de sens partout. Il n'y a pas des bouchons, c'est arrivé souvent avec les laits d'automne qu'on décidait, on faisait veiller plein d'animaux en même temps.
On avait un bouchon dans les enclos de vélage, on avait un bouchon dans le début de lactation, après ça, on avait un bouchon dans le bowl tank, après ça, on avait un. Fait que c'est le même dans l'état bâtard aussi. On avait un bouchon de vélage, on avait un bouchon dans la pouponnière, un bouchon dans l'état bâtard. Pour avoir un élevage plus régulier et avoir des résultats réguliers, on s'est dit on va élever de manière régulière. Bon, ça, c'est un petit slide pour montrer l'évolution du troupeau, pour dire qu'une fois qu'on a compris ça et qu'on a commencé à rationaliser notre taux de réforme, puis qu'on a eu confiance en notre taux de réforme, puis à notre capacité à maintenir nos vaches en santé pendant longtemps, on s'est dit on va élever moins parce que là, on fait juste ça, sortir des bonnes vaches quand les journées d'automne sont finies. Puis on fait juste ça, faire un méga ménage de vaches qui à ce moment-là, valaient pas vraiment cher à la réforme. Tu élèves une tare à 5 000$, tu vends une vache, une vache quand même capable de faire du lait encore à la réforme à 1 500$ ou 1 300 ou 1 200$ dans le passé. Ça fait mal au cœur de dire que tu rentres une tare à 5 000$ qui fait pas le lait de la vache à 1 200$, mais tu dis la vache à 1 200$, ça ne pas pour assez longtemps pour que ça vaille la peine de miser dessus. Mais les peut-être 5-6 mois qu'il aurait pu faire, ça aurait été des mois payants. Bon, on a commencé, nous autres, en faisant une stratégie basée sur notre génétique. Après ça, on a décidé de préciser notre sélection en fonction des critères en fait, qu'on voyait importants pour le futur. Je pense qu'on a quand même misé juste, là, parce que ça fait quand même longtemps qu'on travaille entre autres sur le groupe. Je vais vous montrer tantôt les résultats. C'est peut-être un peu pour ça que Martin nous a choisi aussi pour en parler aujourd'hui, là. Ça fait longtemps que l'industrie nous donne le sentiment que ça va être le gras qui va primer dans la machine pour que ça soit payant. Là, aujourd'hui, on s'en aperçoit encore plus. C'est vraiment que le gras qui prime dans l'industrie laitière. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Puis là, on récolte un peu ce qu'on a semé dans le passé. Fait que ça prend tout son sens aujourd'hui. Donc, on a sélectionné, comme tout le monde, les taureaux laitiers qui rencontraient nos objectifs, mais on a commencé éventuellement à le faire, pas sur tous nos animaux, pour nous donner encore plus de force de frappe. Bon, en gros, là, je ne vous expliquerai pas tout ce qu'il y a dans ces 3-4 slides-là. C'est pour vous montrer un peu l'évolution. Alors, anciennement, on a tout été quand même plus élevé que la moyenne en lait, mais on n'avait pas des composantes super élevées. On s'est dit à un moment donné, il va falloir qu'on améliore ça. On veut garder nos animaux forts en lait, mais on veut quand même avoir un meilleur équilibre gras-protéines. Notre différentiel était tout le temps inférieur. On livrait de l'eau. Mais à ce moment-là, si on recule en 2012, livrer de l'eau avec les protéines qui étaient quand même bien payées, puis le lactose aussi, ça faisait quand même total tout un revenu par vache qui avait du bon sens, mais qui n'était peut-être pas garant de l'avenir quand on écoutait nos conseillers. Après ça, on s'est mis à dire, bon, on va viser des animaux plus complets parce qu'on n'avait que visé pour le lait dans le passé. Puis ça donnait des résultats plus élevés par rapport au lait à ce moment-là. Mais pour le reste, on avait de la misère à garder nos animaux en santé longtemps. On avait de la misère à faire des tests de gras qui étaient élevés, ou en tout cas du moins qui accotaient la moyenne nationale. On s'est dit on va commencer à sélectionner nos mères parce qu'on voyait déjà qu'on commençait avec la semence sexée à pas devoir garder toutes nos génisses. On s'est dit on va élever juste nos mères qui sont les meilleures. Les autres, on va leur mettre des semences conventionnelles, mais avec des taureaux qui coûtent moins cher. Puis on va garder en priorité les taureaux qui coûtent les plus chers et qui sont les plus dans notre critère spécifique. Puis surtout dans nos mères les plus spécifiques. À partir de 2018, on s'est fait fortement conseiller par le monde alentour de nous qui gravite autour de mettre encore plus l'accent dans le gras, puis que ça allait être ça qui allait devenir la partie payante des vaches, puis que livrer de l'eau, ça serait plus la manière de faire, et pour le transport qu'on paye, et pour l'industrie qui a besoin de gras beaucoup plus que de lactose puis d'autres solides, puis la protéine. On s'est mis à mettre l'accent vraiment sur les kilos de gras puis sur le différentiel. Ça sonne. Je sais pas si c'est parce que je suis trop proche du. Bon, fait qu'on a décidé de changer notre stratégie puis d'y aller encore plus sur le kilo de gras et sur le différentiel de gras. Puis on a mis moins d'emphase sur les autres aspects parce qu'on s'est dit ces aspects-là sont peu irritables. Puis on les gère très bien à l'interne dans la bâtisse. La fertilité, par les programmes de synchro, par tout ce qu'on fait en collaboration avec l'Université de Montréal,
qui fait des recherches ici, puis tout, puis on a beaucoup d'aide des techniciens de la faculté de médecine vétérinaire, gratuitement via des projets de recherche qu'ils font, puis via les étudiants qui ont besoin de troupeaux laitiers pour pratiquer. On a dit par la propreté de l'étable, les suivis de santé utérine qu'on fait, par les programmes de synchronisation, la repro va bien, les pattes vont bien, les mammites vont bien, les CCS vont bien. Donc, ce bout-là, on le gère très bien à l'interne dans l'étable. On n'a peut-être plus besoin autant de miser sur ces aspects-là dans la génétique. Puis là, à ce moment-là, ben, on continue à élever de moins en moins de tard parce qu'on s'apercevait aussi que par la bande, les animaux vivaient plus longtemps, vivaient mieux. Fait qu'on disait, on va élever moins. Là, on élevait moins, mais c'était tout le temps des génisses Holstein qu'on envoyait à l'encan. C'était de moins en moins payant, ça aussi, les génisses Holstein. Fait qu'on s'est dit, ben là, on va élever encore moins. Puis on va viser encore plus des kilos de gras. Là, on a commencé à sélectionner nos femelles aussi. On a fait des critères de sélection par rapport à nos femelles pour garder strictement et uniquement les femelles qui ont les critères qu'on avait choisis. Le gras, le lait, la durée de vie étaient les trois seuls et uniques critères qu'on prêchait pour. On s'est dit on va benchmarker nos animaux dans ce sens-là. Puis plus qu'on ne va pas élever des moins bonnes, plus que ces critères-là vont ressortir naturellement, parce que c'est tout le temps la moyenne des deux parents. Dans les choix de taureaux, on a continué à miser sur le gras puis sur les différentiels. Puis on a commencé à choisir des taureaux A2A2 parce qu'on pense qu'il y a de l'avenir là-dedans. Bref, ça nous a amené récemment à avoir une bonne production qui s'est quand même maintenue dans le temps en termes de litres de lait par vache. On est rendu à 40 litres. On fait du 4.3, 4.4 de gras. C'est vraiment le gras qui a jumpé littéralement depuis mettons, surtout 3 à 6 ans environ, là, qu'on a passé de 3 à 8 dans les slides d'avant à 4,30, 4,40 sur une base annuelle, même l'été. Avec beaucoup plus de troisième veau dans le troupeau. Puis un taux de réforme qui avoisine des 20, 25, 30% maximum sur une base annuelle régulièrement. Dans le fond, notre façon de penser, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de différences génétiques entre nos meilleures vaches maternelles dans notre troupeau puis nos moins bonnes vaches en termes de génétique qu'entre les taureaux qui sont sur le marché. Les centres d'insémination font une job excellente de sélectionner les taureaux, puis tous les taureaux qui nous sont proposés sont souvent déjà des élites dans tous les domaines possibles. Fait que d'aller essayer de trouver le meilleur du meilleur, je pense qu'il y a moins à gagner que de trouver puis d'élever des meilleurs de notre troupeau. Puis quand on regarde l'écart type qu'il y a entre la meilleure et la moins bonne, il y a beaucoup plus à aller chercher à ne pas élever de nos moins bonnes vaches. Fait que si on veut donner une force de frappe à notre élevage, il faut vraiment arrêter d'élever de nos moins bonnes vaches en fonction des critères qu'on veut promouvoir. Nous, c'est le gras, mais pour d'autres, ça peut être autre chose. Puis donc, de ça, ben, on croise de cette manière-là. Comme vous pouvez le voir, dans le fond, ça, c'est l'historique sur Compass. Là, la ligne en bleu, c'est nous. On a tout le temps été au-dessus de la moyenne en rouge pour ce qui est du lait. On a tout le temps cherché à maintenir notre avance, si on veut, par rapport à la moyenne en génétique, par rapport au lait. Mais on a éventuellement décidé de ne pas mettre plus d'emphase là-dessus, mais de surtout mettre l'emphase sur le gras. Puis on le voit bien dans celle-là qu'on a maintenu notre avance, mais qu'on n'a pas forcément fait de grands progrès par rapport à la moyenne qui, elle, augmente tout le temps de toute façon. Par contre, dans le gras, quand on a fait notre décision d'élever juste de nos meilleures vaches, ça a fait une méchante différence. En fait, on a commencé en 2012-13 à mettre l'accent sur le gras, mais à partir d'à peu près tous nos animaux. On a vu qu'on s'est démarqué, mais après ça, on a vraiment pogné un step et on a commencé à élever du Angus. Puis on a commencé à élever beaucoup moins d'animaux Holstein. Puis qu'on a commencé à vraiment trier la génétique qui passait le test, puis la génétique de nos mères qui ne passaient pas le test, puis qui finissaient en boucherie systématiquement. Là, présentement, j'ai environ 50% de mon troupeau qui finit en animaux à bœuf. Donc, qu'on n'élève pas systématiquement. C'est de ceux-là, dans le fond, qu'on gagne le plus. C'est ce qui nous coûte le moins cher dans notre stratégie, parce que ça nous coûte la semence d'Angus pas cher. Puis, par la bande, les veaux Angus se vendent plus cher.
Mais en même temps, c'est ce qui nous fait faire les plus gros progrès génétiques. Je pense que personne n'aurait cru ça dans le passé, mais le bout qui est vraiment qui nous fait avancer le plus vite, c'est pas de choisir le taureau X ou le taureau Y, puis de le reproduire, puis de faire des flushs, puis de faire des ci, puis de faire des ça. Faire des pieds puis des mains dans nos vaches Holstein avec des taureaux Holstein conventionnels ou sexés. On a fait de la semence sexée dans nos tares parce qu'on veut que ça aille encore un petit peu plus vite que juste le modèle de. Mais le gros nerf de la guerre, c'est de ne pas élever des animaux qui ne nous font pas avancer. La déviation de gras, elle a vraiment pris un step à ce moment-là, parce qu'on a arrêté d'élever des. Ah oui, déjà. Fait que ça a vraiment fait la différence d'arrêter d'élever tout le monde. La durée de vie, on a dit que c'était un des critères qu'on a quand même mis de l'emphase. On voit que ça a eu un effet. Non. En fait, les autres, ça va aller quand même plus vite. À la fois, on planifie les naissances à la saillie. C'est un peu ce que je vous ai expliqué par la bande. On a vraiment une feuille avec Dairycom qui nous dit lesquelles naissances qui vont finir en bœuf. C'est le choix de taureau est bâti de cette manière-là. Comme ça nous évite d'avoir trop de génisses Holstein qu'il va falloir envoyer à l'encan. Puis de l'autre côté, on s'assure de garder juste les génisses des meilleures vaches. Bon, ça c'est mon plan, mais c'est pas nécessaire de retenir ça. C'est juste, pour nous, c'est ça que ça prend pour qu'on arrive au bon nombre de génisses à la fin de l'année. Pour les vaches et pour les taures, on a deux stratégies différentes qui, une fois imbriquées une dans l'autre, ça nous donne le montant total de génisses qu'on a besoin avec les meilleures génétiques qu'on a, sans négliger le taux de conception. Il y a une place dans tout mon troupeau, autrement dit, que je néglige, que j'assume que je perds un petit peu en taux de conception, c'est à la première saillie de mes taures, de mes génisses. Parce qu'on met systématiquement une semence sexée, ça nous fait perdre un petit peu de taux de conception. C'est une base annuelle, ça nous fait peut-être perdre 10% à la première saillie de mes taures, ce qui est négligeable compte tenu de l'argent qui est investi et de ce que ça nous coûte en jour ouvert, même si on ne le calcule pas vraiment comme ça. Après ça, une fois que tu as ajusté au mieux qu'on pouvait les saillies, il faut ajuster les nombres de naissances parce que même si on veut bien faire à la saillie, il y a des mois qu'on insémine plus, des mois qu'on insémine moins, des mois que ça colle mieux, des mois que ça colle moins. Donc, si on veut donner une régularité à ce qui ne va pas être régulier du premier coup, il faut ajuster aussi à la naissance. Fait qu'il y a des génisses qui finissent quand même à l'encan dans notre régie, mais beaucoup moins que par le passé. Puis c'est notre backup, si jamais c'est tout le temps des mâles qui naissent, là on peut aller chercher dans ces génisses-là qui sont pas méchantes pour autant. Là, c'est quand même des bonnes bêtes d'une manière ou d'une autre, ça nous fait notre police d'assurance. On s'est fait des feuilles pour que ça soit efficace dans notre travail, pour que tout le monde s'y retrouve aussi. On travaille avec des travailleurs étrangers, fait que c'est eux qui gèrent les vélages en tout temps. Fait qu'il faut que les autres aussi soient capables de s'y retrouver. Ils savent déjà avant que l'animal naît si c'est une génisse. En fait, ils ne savent pas si ça va être une génisse ou mâle, là, si c'est pas sexy, sauf que ils savent déjà s'il y a un bon potentiel de génétique, si on va le garder. En fait, ils vont vraiment mettre dans chaque enclos les animaux où il faut qu'ils aillent, soit pour l'encan, soit pour l'élevage. Après ça, c'est notre calendrier de vélage. Comme ça, on sait tout le temps en avance dans quel genre de mois qu'on s'enligne, si on va avoir plus d'animaux de boucherie ou si on va avoir plus d'animaux de sexer, pour savoir si on va être en carence ou en excès de génisses potentiels. Puis, éventuellement, on a tout fait ça aussi parce qu'on a une pouponnière qu'on ne voulait pas agrandir parce qu'on a fait un agrandissement récemment, mais on s'était dit, d'après moi, on est capable de prendre l'agrandissement si on est sans agrandir la pouponnière, si on est capable de monitorer les génisses qui sont dans la cabine. On avait une plus grande pouponnière que ce que nos besoins de 200 vaches, mais c'est un peu serré pour un élevage de 350 vaches. Mais c'est la même pouponnière depuis le début. Fait qu'éventuellement, on s'est dit qu'il faut qu'on moderne notre élevage, entre autres à cause de la pouponnière, pour pas surcharger la pouponnière et nous créer d'autres problèmes. Puis ça fit quand même bien avec le nombre d'élevage, avec le nombre de génisses qu'on a à élever. Par la bande, on a tout le temps une petite génisse ou deux par mois, mettons que des fois on est en excès. Fait que pour aller chercher notre nombre idéal, on va après ça regarder les chartes de croissance. On pèse nos génisses à la naissance, on les pèse à 2 mois. On regarde les progressions, puis quand on en a en surplus, là, on peut piger puis envoyer à l'encan des animaux qui n'ont pas eu une bonne croissance ou qui ont eu des épisodes
de santé négative. Puis ça nous amène dans le fond à encore une fois chopper le moins bon ressentile de notre troupeau de cette manière-là en prenant les résultats phénotypes, si on veut, dans l'étable et non pas génétiques. Ça, c'est notre manière de fonctionner. Dans le fond, pour chaque chose qu'on fait, on a tout le temps une cible, on a tout le temps un objectif qui vient avec. Puis on a tout le temps une stratégie, dans le fond, qui a été pensée. Puis je pense que c'est ça l'important de retenir. C'est si vous n'avez pas de stratégie, c'est dur d'atteindre la cible parce qu'on ne sait pas où qu'on vise. Si on a une stratégie et qu'on a une cible, forcément, même si des fois on tire un peu à côté, ben c'est pas trop dur de se réajuster puis finalement atteindre la cible. Pour ça, ça prend des données concrètes. Fait que c'est important de compiler des informations qui sont faciles à travailler aussi. Puis après ça nous aide à suivre notre stratégie. Bon, ça, c'est le genre de trucs sur lequel on se base pour faire nos compilations. On a un logiciel qui nous aide à nous sortir des statistiques ou à voir plus clair au travers de nos données, parce que 350 vaches, ça vient avec beaucoup de données aussi. Là. Puis en fait, ça nous aide d'avoir beaucoup de données, mais compilées dans un logiciel centralisé, c'est qu'on arrive à travailler notre information puis à être un petit peu moins frileux, à prendre des décisions des fois qui sont plus dures à prendre. Mais quand on l'a testé une fois, deux fois, trois fois, puis que ça marche encore, ben on se dit on est tous capables de le faire encore plus agressif. On avait peur avant d'élever juste de 50% des vaches. On s'est dit, on va manquer de génisses un moment donné, on va payer pour. On va manquer de génisses un moment donné, on va payer pour. Puis on réduit. Puis finalement, à date, ça va tout le temps bien. C'est juste plus payant parce qu'on élève moins de tares, ça coûte moins cher pour les nourrir. Puis au final, on sort les animaux au bon moment, judicieusement, sans négliger non plus la productivité dans l'étable. Parce qu'on ne garde pas des picouilles non plus. On réussit à vraiment sélectionner le moment le plus propice pour faire la réforme, pour que ça soit le plus rentable pour l'entreprise. Fait que c'est pas mal ça. Ça se fait quand même. Je sais pas si ça avait vu une période de questions ou pas. Oui, on peut faire les questions pendant que Martin s'en vient. Tu vois, c'est Martin qui est parleur. Ouais, je sais. Martin. Tu vas te demander Martin Hébert. Je vous laisse aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pour les vaches à lait, on commence à 70 jours. On a un potin. Le génotypage, on a déjà fait par le passé. Je pense qu'on pourrait recommencer. Mais on l'a fait, on l'a mal imbriqué dans notre. Quand on l'a fait, on l'a mal imbriqué. On le faisait à tout le monde. Puis avec, on savait déjà qu'il y aurait peu de chances je trouvais beaucoup d'ouvrages, puis quand même un montant d'argent qui était alloué à ça, pour pas faire différent de ce qu'on aurait fait juste par la moyenne parentale, si on veut. Fait qu'on a juste comme arrêté ça carrément. Mais je dis pas que c'est quelque chose de mauvais, mais il faudrait peut-être le faire cibler sur les animaux où c'est comme la zone grise, où on sait pas trop laquelle des deux va gagner la course. Là, on pourrait très bien essayer on va dire de donner plus non, mais tu sais, être plus précis à faire dans notre décision. Mais de là à dire que ça va faire qu'on va avancer plus vite, vraiment, je pense pas que c'est ça qui fait la différence. La vraie grosse différence, c'est de dire, il y en a génétiquement, on se doute que ceux-là sont moins bonnes que les autres. Si on n'élève pas d'eux autres, le reste va bien aller. On dit la même chose pour les taureaux génomiques. On fait que du génomique. Il y a bien du monde qui disent c'est pas si fiable que ça. Mais oui, mais si tu vises tout le temps la génomique plus élevé, ben il va y avoir des ratés, il va y avoir des bons succès. Bon an, mal an, tu te tires vers le haut, fait que ça va être variable, mais ça va tout le temps être en allant vers le haut. Fait que c'est un peu de même qu'on pense. Là. Sur 350 vaches, on n'a jamais eu la prétention de pouvoir faire des bons, parfaits breeds non plus. C'est un logiciel qui nous dit quelle semence mettre dans quelle vache. On fait plus ce travail-là d'essayer de matcher, ça fait longtemps. Fait un peu dans la même ordre d'idée de faire du génotypage pour aller chercher l'information la plus précise qui existe. Oui, ça nous aiderait sûrement à être un petit peu plus précis, mais à quel prix? Des fois, on se dit, c'est peut-être
une tâche de plus qui est peut-être pas. C'est pas une grosse tâche, là, mais. On a arrêté de faire la classification il y a 8-10 ans parce que on trouvait qu'on payait pour l'industrie puis que ça ne nous donnait pas à nous beaucoup d'informations importantes qu'on avait besoin de savoir. Le génotypage, on l'a essayé après en se disant ça concorde plus avec nos valeurs de savoir qu'est-ce qui en redonne en retour parce que le body de la vache, si elle est drette et qu'elle toffe, on s'en fout du reste. Hein. La classification, on se disait ça nous dit juste ça. Mais ça, c'est bien propre à nous autres, c'est notre opinion. Là. Je sais que c'est pas partagé par tout le monde, là, mais le génotypage, ça se rapprochait plus de nos valeurs, de savoir en lait, puis les critères qui nous importaient, savoir c'est laquelle qui score le mieux, mais au final, on prenait pas de décision tellement plus éclairée avec cette information-là, fait que c'est pour ça qu'on l'a lâché tout simplement. En avais-tu d'autres des questions? Oui? Moi, en général, on a 4 bœufs différents dans la tank. Ils sont tous axés sur les critères qu'on a mis. Puis après ça. Non, c'est du vache par vache que le logiciel fait. Surtout en fonction, d'après moi, de la consanguinité. Là. Souvent, on a le même critère qui est le gras. Mais les 4 taureaux que je vais avoir dans la tank, ça va être 4 taureaux qui sont forts en gras. Plus ou moins un l'autre, mais ils vont tous être dans la classe forte, on va dire, du groupe contemporain que les centres de semences vendent. Jamais forcément le top numéro 1 qui coûte la totale. Tout le temps un bon deuxième là, qui passe undercover, puis qui score très bien en gras, mais qui est quand même relativement complet dans son ensemble dans le reste. Là, on mise pas pour la conformation, mais on s'arrange tout le temps pour avoir des. On veut pas de taureaux qui nous amènent dans des excès qui n'ont pas d'allure, quoi qu'il n'y en a plus vraiment sur le marché. Là. Souvent, les taureaux vraiment négatifs dans quelque chose, ils sont juste discartés et ils sont même pas proposés. Là. Mais pour nous, ce qui nous reste dans notre tank, c'est des taureaux qui se ressemblent tous les 4, souvent, mais avec des parentés différents, qui fait que on est capable de gérer notre consanguinité aussi de cette manière-là.